Bien, bonjour tout le monde. Bienvenue à nos conversations avec les candidats de tous les partis politiques dans le cadre de la campagne électorale 2022 au Québec. On commence ces conversations avec Pierre Nantel du Parti québécois, qui est candidat dans, si je ne m'abuse, la circonscription de Marie-Victorin. C'est ça, n'est-ce pas, Pierre? Exactement. Bonjour tout le monde. On a envoyé aux différents partis politiques une série de recommandations de Mobilité électrique Canada et une série de questions. Et comme il y en a plusieurs, ce qu'on va faire, Pierre, si tu es à l'aise avec ça, c'est qu'on va les poser en rafale. Donc, on va te demander d'y répondre rapidement. Je pense qu'il y a des questions qui sont assez claires. Puis après ça, si tu sens le besoin d'élaborer sur une ou l'autre des questions, ben, tu peux te sentir très à l'aise. Est-ce que c'est bon? D'accord. Parfait. Donc, première question. Est-ce que le PQ est favorable au rabais à l'achat de véhicules électriques légers neufs, que ce soit moto, voiture, camion léger? Puis là, les réponses, ben, c'est oui, non, il devrait être maintenu, il devrait être augmenté, il devrait diminuer. Donc, Ben, évidemment, on va les maintenir, on va même les augmenter parce que on se rappellera d'ailleurs que ça a fait beaucoup de mécontents. Là. M. Girard, le ministre actuel de la CAQ, a diminué l'allocation de 8 000 à 7 000. Nous, on veut remonter ça à 8 000. C'est une priorité, évidemment, au niveau climatique, au niveau économique, puis évidemment, au niveau de faire le plein au Québec avec notre hydroélectricité. On est chanceux. Parmi toutes les provinces qui sont au Canada, le Québec a certainement des tarifs hydroélectriques les meilleurs et les ressources les plus durables. OK. Est-ce que vous parlez de mettre le rabais, de ramener le rabais à 8 000 pour un an ou bien pour une durée indéterminée? Est-ce que vous avez une espèce d'horizon? C'est une question très intéressante parce que le chef Paul Saint-Pierre Plamondon a bien exprimé à quel point actuellement le problème au niveau des voitures électriques, c'est l'approvisionnement et on en manque constamment. Donc, la notion, tout autant pour les bonus que pour les malus, c'est en fonction de la situation. Puis notre objectif, c'est que les voitures les voitures à essence ne puissent pas être vendues après 2030. Alors, c'est quand même important. OK. Est-ce que vous êtes favorable à l'ajout d'un incitatif supplémentaire pour les ménages à revenus faibles ou modestes? Ça, c'est un point très intéressant, effectivement, parce que, bon, tout le monde le dit, les voitures électriques sont somme toute assez chères, quoique le prix redescend un peu actuellement. Puis on peut Mhm. espérer qu'une production, on a vu là, toutes les pressions qui ont été faites, entre autres, par Jerry Diaz du syndicat côté du sud de l'Ontario dans l'industrie automobile. On peut espérer qu'il y aura une production plus volumineuse et donc qui va faire descendre les prix. Mais évidemment, actuellement, on peut aussi regarder si on veut donner accès à des véhicules électriques à des familles moins fortunées, mais peut-être qu'on peut aussi aller du côté de l'autopartage, de favoriser, puis ça, c'est quelque chose qui est très important au Parti québécois, de favoriser la subvention vers des véhicules qui roulent. Parce que si tu fournis une subvention à un véhicule qui roule beaucoup, ben, tu diminues beaucoup ses émanations. C'est le même montant, mais avec un plus grand résultat. OK. Est-ce que vous êtes favorable au rabais à l'achat de véhicules électriques d'occasion? Écoutez, ça va de soi que ce programme-là a été quand même un beau succès. Ça a donné accès justement à des véhicules électriques à prix moindre. Ça aussi encore, c'est tellement rare, honnêtement. Je sais qu'il y a un concessionnaire du côté de Melbourne, de Richmond, qui en a fait sa spécialité. Mais effectivement, c'est quelque chose qu'il faut soutenir. Il faut soutenir l'électrification des transports et du véhicule particulier à tous les niveaux, tant au niveau de l'achat neuf, usagé, que même au niveau de l'entretien. OK. Tu as un peu scoopé la quatrième question qui était pour les entreprises de taxi, d'autopartage, de covoiturage, Ah de oui, transport sur demande. Est-ce que vous êtes favorable à un rabais spécifique pour ces véhicules électriques? absolument. Ça, il va falloir qu'on regarde ça de plus près parce qu'on est toujours, on marche un peu à tâtons dans tout ça. Il y a des pays qui ont certainement pavé la voie, puis c'est toujours l'ironie de la Norvège qui a toujours été le pays le plus fantastique au niveau de subvention, au niveau des véhicules électriques, alors qu'ils sont un des plus gros exportateurs de pétrole offshore, bien sûr. Mais oui, c'est ça quelque chose qu'il va falloir regarder de très près. Faut toujours se rappeler, puis ça, on n'en parle pas assez, mais moi, j'ai beaucoup insisté à l'époque avec la coalition des élus de l'électrification des transports sur la rive sud. J'avais fondé en 2017-2018. C'était le fun. On était 4 partis, de 6 députés de 4 partis différents à Québec et à Ottawa. Et on tenait à ce que les gens sachent les succès incroyables qu'il avait menés à l'époque. On appelait ça Batium, c'est devenu Bolloré avec la Blue Car à Paris, 4600 voitures en libre partage avec des batteries québécoises dans le ventre. Alors, Mhm. Donc vous êtes favorable parce qu'écoutez, si on veut non seulement diminuer les émissions de gaz à effet de serre, mais diminuer la congestion, il faut encourager de telles initiatives et de telles entreprises. Euh, Question numéro 5. Êtes-vous favorable à l'adoption d'un système de redevance remise fiscalement neutre
sur les véhicules les plus polluants et l'utilisation des revenus générés pour financer des incitatifs pour les véhicules électriques? Ben, encore une fois, ici, c'est une question de législation pour que les véhicules électriques soient offerts de façon soit plus disponibles qu'ils ne le sont actuellement. Si on arrivait avec une proposition comme celle-là actuellement, ça serait vraiment donner un malus alors qu'il n'y a pas d'alternative réelle. Alors, évidemment, lorsque l'offre de véhicules électriques sera confortable et suffisante, on pourrait effectivement continuer dans cette notion de faire comprendre aux gens que ce n'est pas le bon choix que de Oui. choisir un Dodge Challenger L4 pour aller travailler. Ce que j'ai compris hier lors du débat, parce que j'ai écouté le débat, c'est que M. Pierre, Paul Saint-Pierre Plamondon a dit que un système de bonus-malus, dans le fond, serait une initiative qui arriverait un peu plus tard quand il y aurait un approvisionnement suffisant de véhicules électriques. C'est ce que je comprends? Absolument, c'est exactement ça. OK, parfait. Est-ce que vous êtes favorable à un programme de rabais à l'achat de véhicules hors route? Motoneige, motomarine, bateau, VTT, côte à côte, etc., dont plusieurs sont ou seront fabriqués au Québec. Oui, hein, on pense entre autres à Taiga, qui est un Mhm. gros joueur là-dedans. Puis on avait aussi à Longueuil, on avait la moto de M. Legris, qui malheureusement, je pense, a arrêté Ah, ses l'entreprise a activités. disparu, oui, exactement. Oui, comment ça s'appelait? Ça avait que c'est pas Tesla, mais peu importe, en tout cas. Ce sont des véhicules à usage très particulier. La vision du Parti québécois là-dessus, c'est bien sûr qu'il faut soutenir ces initiatives-là, particulièrement lorsqu'elles sont locales, comme vous l'avez mentionné. Mais par contre, probablement plus favoriser l'acquisition au niveau des flottes. Si par exemple, il y a le pourvoirie, qui a un paquet de skidoo, de motoneige qui pourrait être électrifié, bien sûr, parce que c'est toujours une notion de bang for the buck, hein? C'est-à-dire combien est-ce qu'on a d'impact au niveau climatique avec le même montant. Alors évidemment, on va favoriser des véhicules qui vont beaucoup rouler parce que c'est bien de favoriser l'adoption. Mais Mhm. encore, le plus important, en bout de ligne, l'adoption, c'est pour l'utilisation. Ouais. OK. Êtes-vous favorable au financement de campagnes de sensibilisation, d'éducation aux citoyens, mais aussi de programmes de formation pour les entreprises et employés pour accélérer la transition? Ben là, je peux vous parler de mon vécu. Là. J'ai eu ma première Prius il y a 20 ans. Et c'était Jackie chez Longueuil Toyota qui était le seul qui pouvait toucher à ma voiture. Puis quand je suis arrivé, c'était comme si j'arrivais avec une soucoupe volante. Bon, alors aujourd'hui, heureusement, ça se banalise de plus en plus, tant mieux. Puis je sais entre autres que la commission scolaire Riverside, ou Champlain, en fait, la commission scolaire anglophone du côté de Longueuil, a maintenant un programme, dans son programme de mécanique automobile, qui se spécialise en électrification. Donc, évidemment, il faut soutenir ça. C'est le futur. On peut même avoir. C'est le futur planétaire, climatique, mais c'est aussi le futur au niveau d'un certain développement économique dont on ne peut pas se priver et qui valorise nos ressources à nous. OK. Êtes-vous favorable à des incitatifs à l'achat pour véhicules électriques moyens et lourds? Et si oui, est-ce que vous voudriez que les rabais soient augmentés par rapport aux rabais existants, maintenus au niveau actuel, diminués? Euh, Ben, je pense que c'est une excellente question. Je pense que l'Institut du véhicule innovant, qui avait permis d'expliquer, ou en tout cas d'aller au bout du modèle d'affaires pour l'autobus scolaire Lyon, c'était très important dans la mesure où le coût de fabrication était évidemment beaucoup plus élevé, n'était pas donc rentable pour l'acquéreur au niveau quand on comparait un autobus jaune au diesel et un autobus jaune électrique de chez Lyon. Mais c'est lorsqu'on a ajouté la subvention gouvernementale pour le diesel qui était donnée aux commissions scolaires, que l'on a fait comme, oh, là, ça devient intéressant. Alors, c'est évident que des politiques économiques, des politiques de soutien aux industries du camionnage, du transport, doivent être élaborées. Mais je pense qu'il y a beaucoup d'intérêt, il y a beaucoup d'espoir. Moi, je me suis. Il y a un de mes voisins qui m'a dit: Qu'est-ce que t'as? Je criais dans la rue à ma jeune fille, qui sait que je parle de char électrique depuis 10 ans, 20 ans, parce qu'on avait un camion d'IKEA, un camion d'IKEA qui était en fait un lion, qui mhm. était avec les couleurs d'IKEA. On était fantastiquement heureux de ça. Puis j'ai aussi vu d'ailleurs McDonald's qui travaille sur un 18 roues Volvo électrique qui fait de la livraison au centre-ville. Alors c'est toute une amélioration de qualité de vie. Puis je pense qu'on en parlera aussi, mais la dimension des émanations, tu sais, tout le monde se rappellera à quel point à l'époque à Paris, il y avait beaucoup de fumes de diesel un peu partout. Je me souviens de Gaston Lagaffe qui disait une bonne bouffée de gazoil. Mais il n'en a pas moins que dans les villes, c'est un enjeu important. Puis je pense que Absolument. c'est pareil à Toronto et à Vancouver. OK. Êtes-vous favorable à l'électrification du réseau de traversiers au Québec? Hum,
tellement intéressant parce que je pense que oui, ça fait partie du programme du Parti québécois de se pencher sur les traversiers. Dieu sait que les traversiers au Québec, je ne sais pas si tous les membres de Mobilité électrique le Canada le savent, mais c'est toute une croisade au Québec de traverser notre fleuve Saint-Laurent. Les traversiers n'arrêtent pas de briser. Je salue nos fabricants italiens de nos traversiers. Est-ce que l'électrification est la clé? Ben, je pense que oui. Je pense que, premièrement, toujours pour les mêmes raisons, mais aussi parce que finalement, ce n'est pas de la longue portée. Hein. On peut facilement recharger. Moi, quand je recharge, moi, j'ai une IMIEV 2014. Quand je la recharge avec la prise Chademo, là, ça va vite. Alors, je crois qu'aujourd'hui, avec le processus de chargement des voitures, des passagers, il y a certainement la technologie qui existe pour charger très rapidement les accumulateurs pour faire traverser Ben, ça. en fait, Pierre, à ce sujet-là, lorsque j'étais en Norvège il y a 2 mois, sur les 825 traversiers norvégiens, il y en avait 400 qui étaient électriques. Wow! Puis le plus gros traversier pouvait accueillir 600 passagers, 200 voitures sur un trajet de 10 km et demi. Donc, OK. ça veut dire qu'il y a clairement euh, un avenir dans l'électrification des traversiers. La Norvège en a fait l'exemple. Et d'ailleurs, il y a 10 ans, c'était dans le programme d'électrification des transports du gouvernement de Mme Marois. Alors, on a quelqu'un qui s'y connaît ici, là. Oui, c'est ça. On va continuer à la question numéro 11. Est-ce que vous êtes favorable à un programme ou un règlement visant la réutilisation et le recyclage des composantes de voitures électriques, dont les batteries? Moi, ça, c'est une question, je dois dire, je trouve ça absolument fascinant. Je me souviens, lorsqu'on s'est mis à parler de ça il y a environ 2, 3 ans au Québec, j'avais l'impression que c'était un peu prématuré. Et en bout de ligne, ça ne l'est pas. Je pense que c'est bien évident que comme toute industrie, il y a des effets secondaires qu'on ne souhaite pas. Puis il y a des processus d'élimination reliés à la création des matériaux de fabrication. Puis il y a aussi la gestion des matériaux usés. Mais c'est là-dessus, honnêtement, que je suis particulièrement surpris parce que je pense que ceux qui suivent un peu ça savent très bien que, par exemple, je blaguais tout à l'heure avec Daniel, je lui racontais que j'ai moi-même remplacé la batterie de ma Prius 2001 quand elle est arrivée à la fin de son cycle. Mais depuis, les Prius, par exemple, de la génération 2, 3 et 4, à ce que je sache, les cours à scrap, les cours de recyclage sont pleines de batteries qu'ils ne trouvent pas preneurs. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas vraiment besoin d'être remplacées. Elles font très bien leur travail, même dans un véhicule assez âgé. Alors, je pense qu'une des filières qu'il faudrait examiner aussi, c'est à quel point je regardais ce que fait Evelo, je pense, la filiale d'Hydro-Québec, relativement à l'utilisation d'accumulateurs électriques sur des circuits européens, circuits électriques européens. J'ai l'impression que ça serait intéressant de voir ce qu'on peut faire avec ces batteries-là, au-delà de les démanteler, de récupérer des matières premières. En fait, il y a de l'utilisation, il y a de la réutilisation de batteries qui peuvent servir au stockage d'énergie, effectivement. Puis il y a des compagnies comme la compagnie québécoise Lithium Hum. qui se consacre au recyclage des batteries pour les véhicules lithium-ion. Euh, Prochaine question, est-ce que vous êtes favorable à la mise en place d'un programme de rabais pour la conversion de véhicules à essence vers des véhicules électriques, plus spécialement des véhicules moyens lourds, véhicules de livraison, camions, etc.? Il y avait une compagnie, malheureusement, je l'ai vu souvent, mais là, son nom m'échappe, mais c'était un entrepreneur du West Island qui s'est installé finalement du côté de Boucherville. Il faisait la conversion de camionnettes F-150 et de Econoline du même châssis avec la même motorisation. Et Ecotune. merci beaucoup, exactement. Mais Et Ecotune a été acheté depuis par Girardin. ah, Mais bref, Ecotune fait encore ce travail-là pour convertir ou électrifier des minibus scolaires. wow! Mais il y a une entreprise qui s'appelle Ngenex à Trois-Rivières qui convertit des camions de livraison diesel vers des camions de livraison électrique. D'ailleurs, si vous allez sur ma page Facebook, vous allez voir ce fameux camion Ngenex. Wow, alors, effectivement, lorsqu'on parle d'un véhicule qui a une valeur particulière, puis qu'on a envie donc de régler ses problèmes mécaniques, parce que tout le monde le sait, là, moi, ma blonde le sait en tout cas, moi, j'ai le projet de convertir ma vieille Volvo 68 avec la motorisation d'une IBM. Pourquoi? Parce que tous les problèmes reliés à une voiture antique sont liés à son moteur à combustion. Mais c'est surtout que ça a une valeur. Tu ne fais pas ça sur une Toyota Camry 2004. Tu fais ça sur un véhicule qui a de la valeur. Mais c'est la même chose pour les véhicules de livraison. Un camion de livraison, ça peut valoir facilement 150 200 000 Une fois que tu l'as, que son équipement
corollaires liés à son utilisation précise. Tu transportes de la crème glacée, il te faut un maudit bon congélateur, puis il te faut une boîte isolée. Mais tout le reste peut effectivement être amélioré. Puis c'est dans l'intérêt de tous. Effectivement, ce que faisait cette entreprise-là, de toute évidence, rencontrait un besoin parce qu'il a démontré que l'investissement était payant sur le long terme. La question est toujours, et c'est pour ça que c'est particulièrement intéressant, c'est sur l'utilisation, au-delà de l'acquisition ou de l'acquisition de la technologie de conversion, c'est la quantité de kilomètres parcourus qui fait la différence. OK. Êtes-vous favorable aux investissements dans le déploiement d'infrastructures de recharge publique? Puis dans les questions, dans le fond, dans les sous-questions, on parle, est-ce que vous seriez favorable, par exemple, si vous l'êtes, à un financement jusqu'à 50 ou 75 du coût des BRCC ou du coût des bornes de niveau 2? C'est clair qu'on est tout à fait d'accord avec ça. Je peux même vous dire qu'en tant qu'usager de tous les jours, j'ai le sentiment quand même que factuellement, là, on a un niveau d'usure. Du côté de Montréal, en tout cas, moi, je trouve que le circuit électrique, il y a beaucoup de pompes, de pompes. Il faut que j'utilise le mot De pompe, bornes? De de bornes? bornes, de bornes qui commencent à montrer des signes d'usure. Bon, il y a les abus, le vandalisme et tout ça, mais strictement au niveau des courroies, des fusils, qui portent potentiellement, même je dirais que j'ai eu peur à deux moments de mettre ma voiture sur la charge parce que le fil sortait du fusil. Bon, c'était l'isolant, mais quand même, c'est quand même du 220, du 220 Ouais. volts. Alors, bien sûr qu'il faut il faut investir là-dedans parce que c'est toujours la même chose. Si c'est facile à utiliser, ça va être populaire. Si ça devient compliqué, les gens vont décider de rester avec un vieux 4 cylindres à essence. OK. Comptez-vous fixer des objectifs d'installation de recharge pour véhicules électriques? Par exemple, les immeubles à logement, les copropriétés, les lieux de travail, les centres-villes, les autoroutes. Dans le fond, la question, c'est de s'assurer qu'il y ait un nombre suffisant de bornes de recharge pour véhicules électriques. Et je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a un rapport qui a été publié par ICCT sur les besoins au Québec au début 2022. Et il y a 2 semaines, un rapport qui a été publié par Dunsky, une commande de Ressources Ben oui. naturelles Canada sur les besoins en matière de bornes de recharge. Donc, est-ce que vous comptez fixer des objectifs d'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques? Ben, dans tous les milieux, on va vouloir soutenir l'installation du réseau. J'ai eu plein de témoignages, puis je pense qu'il y a eu beaucoup de reportages aussi là-dessus sur les enjeux, par exemple, de gouvernance pour les conseils d'administration des différents condominiums où il y a plusieurs Mhm. unités. La réalité, c'est que lorsqu'il y a une personne qui est visionnaire, qui s'est acheté, je sais pas, une Bolt électrique, et qui, même une Volt à l'époque, les gens qui avaient acheté des Volts, ça fait longtemps qu'on parle de ça dans les condominiums. Alors, évidemment, nous, on est d'avis qu'il va falloir installer, qu'on soit EV ready dans toutes les Donc, une réglementation pour faire en sorte dans que le les code gens ne du puissent pas bâtiment. se faire refuser de pouvoir brancher leur véhicule électrique dans un édifice à condo, par exemple. Tout C'est à ça? fait. Dans le code du bâtiment, il faut être prêt. Aujourd'hui, dans le code du bâtiment, il faut toujours qu'il y ait une prise de sécheuse, par exemple, là, j'imagine. Ouais. Bon, ben, c'est la même chose. Il faut qu'on soit. Est-ce qu'il faut toujours qu'il y ait une prise électrique? Là, ça, c'est à débattre. Il faut voir avec la corporation des électriciens, mais être prête à avoir une borne électrique. Oui, sans qu'il y ait la borne, qu'il y ait la sortie pour la borne. Exactement, parce que actuellement, j'ai entendu des histoires d'horreur là, de gens qui faisaient qu'ils passent un fil de 220 à partir de leur boîte électrique au 13e étage. Ça devient grotesque. Oui, OK. Est-ce que vous êtes favorable au rabais pour l'achat de bornes de recharge pour véhicules électriques, comme il y a Absolument. actuellement? Ben, absolument, puis c'est très clair que il y a déjà un programme très intéressant au niveau commercial qui est déjà là, presque 80 des coûts d'installation. Ça va de soi que ça doit être fait, ça doit être favorisé. Le réseau commercial, les détaillants, les magasins, les bureaux de professionnels font partie du réseau et effectivement, il faut les soutenir parce que cette offre-là, c'est un mouvement général qu'on doit prendre pour migrer en dehors des énergies fossiles. Donc, évidemment, on est pour ça, bien sûr, au Parti québécois. OK. Question 16, tu as déjà répondu. C'est l'exigence de recharge pour veiller au cas de la construction. Donc, EV Ready, comme tu disais, prêt pour les veiller. Absolument. Ben oui. Donc, tu as répondu à ça. Êtes-vous favorable à l'adoption de mesures visant à favoriser l'aménagement d'infrastructures permettant l'installation de bornes pour véhicules électriques dans les bâtiments résidentiels multilogements? Tu l'as dit déjà, tu es favorable à ça. En fait, le PQ est favorable à ça. Mhm, mhm. Est-ce que vous êtes favorable à l'utilisation de terrains gouvernementaux sous-utilisés ou de bâtiments gouvernementaux? Par exemple, il y a plein de bâtiments du gouvernement du Québec dans le centre-ville de Montréal et de Québec pour créer des zones publiques de recharge. Absolument. Il y a un mouvement qui est apparu.
suis pas un spécialiste en urbanisation, là, mais je sais qu'aux États-Unis est apparu une espèce de mouvement de rentabilisation des espaces de stationnement dans les centres-villes, comme à New York, avec des applications comme Parking Panda, qui cherchaient à utiliser ces espaces de stationnement qui, le week-end ou le soir, n'étaient pas utilisés, alors que sur la rue, il y avait un paquet de gens qui cherchaient des places de stationnement. C'est le même principe pour les bornes. Le gouvernement doit rentabiliser le plus possible ces espaces-là pour s'assurer que, par exemple, on a de plus en plus d'accessibilité. C'est très pertinent de le faire. Je sais aussi que Poste Canada, à l'époque, avait exploré l'idée d'électrifier ou à tout le moins d'avoir des hybrides branchables pour leur livraison et de rendre la borne disponible pendant que les véhicules postaux étaient sur la route. Je ne sais pas si ça s'est matérialisé. C'est clair que Pas c'est quelque encore. chose que... Pas encore, Non, mais pas j'ai encore. pas rêvé ça. C'est Non, arrivé tu n'as ici. pas rêvé ça, mais c'est pas encore arrivé au niveau de Ah Post bon? Canada. OK. Bon, bien sûr, en tout cas, on pense que ça devrait être aménagé, c'est évident. OK. Toi qui demeures et qui est dans le coin de Marie-Victorin, ça va certainement t'interpeller. Dans le fond, on demande si le PQ est favorable à l'inclusion des coûts de mise à niveau, dans le fond, dans un rabais pour la mise à niveau des panneaux électriques pour l'installation de bornes de recharge dans les résidences de 40 ans et plus. Parce que Mhm. souvent, ce qu'on voit, c'est qu'installer une borne, c'est une chose, mais si ton panneau électrique est trop vieux, il ne faut pas juste installer la borne, il faut changer le panneau. Exact. Donc, est-ce que c'est une idée qui est soutenue par le Parti québécois de dire, ben, il faudrait aider financièrement les gens qui ont besoin de changer leur panneau pour installer une borne de recharge? Je pense que oui, je pense qu'on ne peut pas être contre la vertu, ça va de soi, évidemment. Est-ce que la question, c'est une dépense ou un investissement? Au moment où on se parle, on est face, par exemple, moi, je me suis abonné au programme ILO de Hydro-Québec parce que j'ai Ouais, beaucoup acheté en tant que citoyen l'idée que cette énergie qu'on allait économiser devenait une forme de centrale. Au lieu de générer de la ouais. nouvelle Centrale électricité, virtuelle. c'est une centrale virtuelle où on économise et là, on peut en faire ce qu'on veut. On peut électrifier nos transports, on peut en vendre à New York, etc. C'est le même principe. Alors, on ne peut pas être contre cette vertu-là. Évidemment, on croit en général au Québec, on est très, en fait, on croit, on est très chanceux d'avoir accès à cette hydroélectricité-là. Mais évidemment, on va vouloir l'utiliser à bon escient. Puis je pense que de l'électrifier, c'est le bilan des GES au Québec, vous le savez comme moi, c'est essentiellement des transports, évidemment au niveau industriel aussi, mais les transports représentent, je pense, Ouais, entre c'est un quart. 43. Ouais, C'est important. 43 ouais, Alors, on va effectivement. soutenir ça, évidemment. Mais évidemment aussi, il faut savoir jauger. Moi, je pense qu'il y a une longue conversation à avoir avec la Corporation des électriciens relativement aux tuyaux de plastique gris qui vont nous installer un peu partout. Là. Tu sais, comme, il va falloir trouver une façon de modérer les coûts parce qu'on a beaucoup de changements à faire au niveau électrique. Absolument. Là. La notion d'avoir de nouveaux barrages est apparue parce qu'on a beaucoup d'ambitions électriques. C'est tant mieux. Mais il va falloir gérer au mieux. Puis je sais que vous avez des membres, entre autres au niveau des parcs, qui ont je ne me souviens plus du nom de la compagnie, mais qui géraient la distribution électrique de toutes les voitures. Par exemple, tu avais une borne qui fournissait 3 voitures, puis il y avait une rotation de recharge à un, à l'autre, à l'autre, à Ah, l'autre. ben en fait, peut-être que tu parles dans le fond de recharge partagée, on peut dire. Là. Puis il y a une compagnie, entre autres, à Saint-Hyacinthe, Bechtel, C'est qui ça. travaille, qui travaille à l'installation d'infrastructures pour des recharges partagées. Ils avaient travaillé sur le projet voyons, Théo Taxi. C'est vrai. Bref, oui, effectivement. Mais une chose qui est certaine, c'est que euh, à la quantité de résidences qu'il y a à travers le Québec qui ont 40 ans et plus, on considère que c'est quelque chose d'important d'aider les gens qui sont propriétaires de vieux bungalows, de vieilles maisons, qui Ouais. veulent installer des bornes, parce que sans ça, les coûts vont être élevés. Mais il ne faut jamais oublier que, oui, on dit des coûts élevés pour l'installation d'infrastructures. À contrario, c'est qu'en 2019, selon le MERN, les coûts pour l'importation d'hydrocarbures se chiffraient à 465 millions de dollars par mois. Fait que, Effectivement. fait qu'il y a de la marge de manœuvre, Ah comme oui, tu as non, dit. tu as tout à fait raison. Puis c'est vrai d'ailleurs que quand on regarde des maisons, effectivement, très souvent, le panneau électrique correspond à la consommation d'autrefois. Puis maintenant qu'on convertit à l'électricité, il y a beaucoup, tu sais, comme à l'époque, quasiment tout le monde chauffe au mazout. C'est Mais ça, là, exactement. tranquillement, fait que là, on a migré, puis on a effectivement soutenu aujourd'hui une charge de voiture. Quand même, c'est pas banal. C'est quand même comme si on ajoutait une sacheuse de plus ou un poêle. Fait que Ouais. ça, effectivement. OK. Êtes-vous favorable à une stratégie québécoise intégrée d'électrification des transports?
Ben, là, là-dessus, je peux dire que, étant citoyen de Longueuil, premièrement, je t'en ai parlé de ça, j'étais très heureux de ça. C'était la coalition pour les élus de Longueuil. Puis on avait, entre autres, à l'époque, on était plusieurs députés dans le mouvement et on essayait justement de s'assurer qu'il y avait du soutien au niveau des commissions de transport. Le RTL, par exemple, a fait l'acquisition de quelques autobus électriques. Je sais que l'électrification du garage, c'était une opération majeure. Je n'ai pas les récents développements, mais bien évidemment, il faut les soutenir parce que la clé, c'est pour ça d'ailleurs, on est bien fiers de ça. Je ne sais pas si vous avez vu que Gérald Fillon, la RDI Économie, a qualifié l'idée de la passe climat qui a été présentée par le Parti québécois au niveau donc de 365 par année pour avoir accès à tous les transports en commun au Québec, excepté les trains qui sont des compétences comme VIA qui sont Fédéral. fédérales. Mhm. Mais l'idée, évidemment, c'est de soutenir le développement du transport collectif, du transport en commun, puis évidemment, l'électrifier encore mieux. Alors, bien sûr qu'il va falloir soutenir nos agences et puis d'installer un réseau qui va être le plus efficace et économique possible. OK. Êtes-vous favorable au renforcement de la norme VZE du Québec? C'est-à-dire que le renforcement de. Qu'est-ce que vous voulez dire par le renforcement de la norme VZE au Québec? Ben là, il y a une norme zéro émission Mhm. qui se range jusqu'en 2024, où, selon la norme actuelle, les constructeurs doivent vendre Ah en oui, 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 moyenne à à la peu près politique, 10 peut-être. Ben oui, la norme VZE, exactement. ben oui, ben oui, ben oui. Et donc, si je ne m'abuse, vous avez fixé comme cible 50 de vente de véhicules zéro émission en 2025 et 100 en 2030. Est-ce que c'est ce que j'ai bien compris? C'est tout à fait ça. Comment puis-je vous dire, qu'est-ce que vous voulez dire par VZE? Ben oui, évidemment. Puis on se rappellera, bon, la situation en Norvège, on la connaît toute, on en rêve toutes. D'ailleurs, on rêve toutes de disposer de cette liberté qu'ils ont, puis j'imagine qu'ils vont s'affranchir. Puis on a tous vu aussi la série Occupied qui évoquait ici qu'il y avait comme un état-major mondial qui disait non, ça va faire l'électrification des transports, les amis. Mais bon, la Norvège a été un exemple probant. Et puis, on sait aussi qu'au niveau de la distribution des véhicules neufs électriques au Canada actuellement, il y a une priorisation de la Colombie-Britannique, du Québec, parce qu'il y a un intérêt marqué. Et donc, pour nous, c'est Et parce clair. qu'il y a une norme VZE existante. Ben, c'est ça. Alors, et là, il va falloir la renforcer davantage. Bien évidemment, c'est pas si simple de tenir, j'allais dire tenir tête. Je ne veux pas dire tenir tête, mais c'est pas si simple. Hein. Je veux dire, les infrastructures, on a un certain contrôle dessus. La fabrication de véhicules à l'étranger, un peu moins. Est-ce qu'on aura plus de disponibilité lorsque des véhicules électriques sont fabriqués dans le sud de l'Ontario? Souhaitons-le, évidemment. Mais oui, il Ah, faut ça imposer. ne change rien, en fait. Parce que Pierre, écoute, en 2011, lorsque le gouvernement canadien et ontarien ont chacun donné 70 millions de dollars pour la fabrication du Toyota RAV4 électrique, Ils comme il n'y avait pas de norme zéro émission en sont tous allés en Ontario, Californie. ils sont tous allés en Californie, là où il y avait une norme VZ2. Et quand on regarde la Norvège, qui est un pays qui a moins de population que le Québec, ben, comme eux, leur réglementation est plus contraignante parce que les autres, ils visent 2025, ben, c'est pas la taille du pays, c'est la contrainte des réglementations. C'est clair. Ben, d'ailleurs, à ce que je sache, il y a 3 RAV4 powered by Tesla qui sont encore sur sur le parc de l'usine à Woodstock, chez Toyota. On va Hmm. tout aller les chercher, mais tu as raison. Mais je pense quand même que, je pense quand même, je te demande, parce que tu connais ça bien plus que moi, le fait qu'on ait plus de production, en général, si la production augmente, ça devrait générer plus d'offres. La Mais disponibilité. c'est ça, la disponibilité. Mais il faut avoir cette ambition-là. Et si au Québec, on n'est pas capable d'être les champions pour exiger plus de véhicules électriques, ben, on a un problème parce que oui, en termes d'hydroélectricité, il n'y a personne qui nous accote. OK. Êtes-vous favorable à l'adoption d'une norme VZE pour les camions et les autobus, exigeant la vente de 100 de véhicules électriques au plus tard en 2040? Ben, c'est très évident, comme on en parlait tout à l'heure au Parti québécois, pour nous, la notion de haut kilométrage est majeure, est très importante. Alors, effectivement, quand on parle de camionnage, ça en fait du monde, ça en fait des kilomètres parcourus, puis ça en fait des gaz à effet de serre qui sont restreints. Donc, oui, on devrait appliquer ça aussi. OK. Êtes-vous favorable à un plan pour aider les communautés rurales, nordiques, inuits et des Premières Nations à passer au transport électrique? On aimerait ça, bien évidemment. On pense que c'est une mesure qui est extrêmement pertinente. Ceci dit, comme j'ai souvent eu la conversation, je me souviens d'avoir eu des conversations avec des gens qui habitaient
au nord de l'Abitibi, qui me disait, écoute, ben, là, tu viendras faire un tour avec ta Imièvre sur un chemin de garnotte avec des trous aussi gros que le char. Effectivement, donc, la solidité d'un véhicule n'a pas rapport à sa motorisation, mais les distances parcourues dans des conditions comme celle-là sont importantes. Fait que je pense qu'il faut écouter. Je pense que si les Premières Nations, s'il y en a qui nous parlent constamment de protéger la planète, et à juste titre, ben, c'est bien eux. Puis est-ce que c'est quelque chose qui peut rencontrer leurs besoins? Ben, faisons-le, mais il va falloir évidemment écouter leur vision des choses. Mais oui, il faut soutenir ça en milieu rural aussi, bien qu'il faut être conscient que, puis ça, je l'ai toujours dit, c'est ce que je faisais lorsque je parlais de la coalition des élus d'électrification de la Rive-Sud. Quand on est pris dans le trafic, on ne parle plus de consommation au kilomètre parcouru, on parle de consommation au temps qui Ouais, passe. ouais. C'est loin d'être le cas quand on est dans un chemin de garnotte à 600 km de Montréal. OK. Êtes-vous favorable à un programme de mise à la casse pour retirer les véhicules à essence ou diesel et pour soutenir financièrement d'autres options de transport plus propres, telles que le transport actif, le transport collectif, l'autopartage, le covoiturage et les véhicules électriques? Il y a beaucoup de gens qui évoquent ça, c'est-à-dire qu'un char à gaz qui est dans une concept, c'est un char à gaz de moins. En même temps, c'est un autre véhicule à produire. Alors, la question de la disponibilité des véhicules demeure, la pénurie de véhicules électriques demeure le gros enjeu. Mais évidemment, lorsqu'on aura ces choix, on pourra effectivement regarder cette option-là. Mais il y a aussi, dans le fond, ce qu'on dit, c'est un programme de au rencard, dans le fond, un peu comme le programme Un FEDELAR de la incitatif. QLPA. C'est pas juste pour les voitures électriques, c'est aussi pour soutenir le transport actif, transport collectif, autopartage, covoiturage. Donc, dans le fond, c'est plus large que de dire on passe d'une voiture à essence à une voiture électrique. Fait que Oui, c'est oui. ça, dans le fond, la question. Ben, c'est sûr qu'on peut favoriser le transport actif en tout lieu. Moi, je ne veux pas faire mon frère, mais j'ai depuis 2007 un Bionix qui a changé ma vie au niveau de mes transports urbains. Hein. Donc, c'est la roue électrique d'un gars de Thetford Mines qui était installé sur mon vélo normal. Je veux dire, ça a fait que je ne suis pas devenu un sportif, mais je me suis mis à faire de l'exercice. Et c'est surtout, j'avais accès surtout rapidement à la voie, à la piste cyclable. Puis je vais pouvoir aller travailler en traversant le Pont-Jacques-Cartier sans arriver en âge au bureau. Alors ça, c'est quelque chose. Évidemment, il faut certainement arriver avec un cocktail transport. Moi, je peux en parler. L'auto électrique, moi, j'ai une Mièvre non seulement électrique, mais elle est très petite. Ben, je me cherche quand même une place de stationnement pendant 10 minutes quand je m'en vais au centre-ville. Je m'en vais au Sheraton tout à l'heure. Là. Je vais sûrement me chercher une place de parking pendant 50 ans. Ou bien, je OK. vais payer 15 pièces. OK. Comptez-vous soutenir et attirer les entreprises et les investissements liés aux véhicules électriques au Québec? Ben, il va de soi qu'on est derrière tout ce qui peut favoriser l'adoption de véhicules électriques. Puis les entreprises ont souvent, quand on va voir sur leur site Internet, mission, vision, ben, ils sont des citoyens corporatifs, puis on va tout faire pour les encourager, évidemment, à prendre le virage du Québec. Parfait. Comptez-vous concentrer des investissements en R&D sur la technologie stratégique des véhicules électriques, Actuellement, il y a beaucoup comme ce que l'IREC a fait, dans le fond? OK. Exactement. Ben là, je pense qu'il y a pas mal de travaux qui ont été faits. À ce que je sache, on est aussi à l'aube d'annonces importantes sur la batterie solide. Mais pour le moment, on n'a pas regardé ça de façon, en termes gouvernemental. Effectivement, l'IREC a son travail qui est fait. Puis on espère qu'il y a des bonnes nouvelles qui s'en viennent. OK. Êtes-vous favorable à l'accélération de la formation des techniciens d'entretien spécialisés dans les véhicules électriques? Parce qu'il y a un problème pour le moment, une pénurie de main-d'œuvre, mais une pénurie de main-d'œuvre spécialisée dans les véhicules électriques. Ben, comme je le racontais tout à l'heure, tu sais qu'il y a 20 ans, quand c'était Jackie qui réparait mon char, il y avait un gars chez Toyota qui pouvait la réparer. Il avait eu la formation, puis il était un peu perçu comme un martien, j'imagine. Ouais. Puis à l'époque, on se rappellera qu'à l'époque, même les vendeurs disaient ah oui, on a les Prius, mais la Eco est super. Tu sais, il y avait pas un grand enthousiasme à Ouais. l'époque de nous les vendre. Parce qu'effectivement, les coûts d'entretien sont quand même généralement pas mal moins élevés. On peut pas nier ça. C'est un Ouais. fait. Fait que pour les constructeurs, il va falloir qu'ils trouvent une manière d'aller chercher, de faire un business case avec d'autres points que l'entretien, parce que c'est effectivement moins payant qu'avant. Ceci dit, oui, comme je le disais tout à l'heure, il y a des commissions scolaires de la Rive-Sud qui offrent maintenant un programme en électrification, en mécanique de véhicules électriques. C'est une très bonne nouvelle parce que, ultimement, on sait tous qu'une fois qu'un véhicule n'est plus sous garantie, très souvent, c'est classique, n'importe qui a une sable sait très bien qu'il y a des ateliers spécialisés en sable
Hein? Mm. Alors, Ouais. fait que ces gens-là ont déjà travaillé chez des concessionnaires, puis à un moment donné, quand la garantie est échue, ben, les gens prennent un peu plus de liberté sur l'entretien, tout en maintenant la compétence. Alors, est-ce que ça va être le cas pour les véhicules électriques? J'espère bien, parce que moi ma Prius, quand je l'ai vendue, ma 2001, elle avait 19 ans. Elle était Ouais. clairement plus sur garantie, puis elle marchait encore. Puis c'était un petit peu difficile pour moi d'imaginer que j'allais payer le même tarif que quelqu'un qui allait faire entretenir sa Benza hybride, je ne sais pas combien de dollars. Tu sais. Ouais. Êtes-vous favorable au soutien au programme de requalification et d'aide aux travailleurs dans la transition vers les industries des véhicules électriques? Autrement dit, des employés ou des gens qui travaillent dans un domaine qui est en obsolescence vers une formation vers les véhicules électriques ou l'électrification des transports. À ça, je vous dirais que je vais enlever mon chapeau à mon collègue de Jean-Pierre Sylvain Gaudreau, qui a mis de l'avant constamment cette notion de transition juste, parce que Mm. c'est sûr qu'au niveau climatique, au niveau économique, puis au niveau citoyen, on a tous des engagements envers ça, mais la réalité, c'est que, bon, chez nous, on n'a pas 50 000 personnes qui travaillent du côté des ressources pétrolières, mais dans l'ensemble, oui, la requalification est nécessaire. D'ailleurs, je salue au passage le Bloc québécois qui fait valoir ce point-là à la Chambre des communes. Il va falloir aider l'Alberta à migrer vers d'autres activités économiques que celle-là. Ça s'applique évidemment partout. C'est une question de solidarité citoyenne avec nos collègues travailleurs. Êtes-vous favorable à l'électrification des parcs de véhicules gouvernementaux? Et évidemment, parce que si on parlait tout à l'heure au niveau du Parti québécois de l'importance de la subvention sur son effet kilométrique, c'est sur l'utilisation du véhicule, ça va de soi, qu'on croit que l'utilisation d'un véhicule, par exemple, les services de voirie, la sécurité publique, etc., c'est très, 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 très intéressant. D'autant plus que l'autonomie est de plus en plus grande et que, inévitablement, comme c'est une journée de travail, ben, à un moment donné, la personne va dormir. Normalement, le véhicule va aller lui aussi dormir pour une certaine période de temps. Puis aujourd'hui, avec les technologies modernes de recharge, en tout cas, moi, avec l'achat des mots, je suis bien impressionné par la prise. J'ai l'impression de faire le plein de kérosène dans un jet de l'armée américaine. C'est très, très fort. OK. Êtes-vous favorable à l'électrification des stationnements du gouvernement afin d'offrir des options de recharge pour les parcs gouvernementaux et les employés? Quand on a présenté nos objectifs pour 2030, on a mis des objectifs intermédiaires, puis on espère que d'ici 2025, 10 des espaces possédés puis occupés seront électrifiés. Ça, c'est quelque chose qui nous apparaît important. OK. Dernière question. Est-ce qu'il y a d'autres politiques, idées, programmes que vous aimeriez partager avec nous concernant le soutien de votre parti à la mobilité électrique? Bien, le Parti québécois, comme je le disais tout à l'heure, est très fier là, de sa passe climat qui a été reconnue comme un atout important. Certaines personnes disent, ben oui, mais là, actuellement, le transport en commun est moins populaire que jamais. Puis on ne peut pas subventionner quelque chose que les gens n'utilisent pas toujours. Ben, moi, je m'excuse, mais quand on pense au REM, ben, à ce que je cherche, il n'y a personne dedans. Et il est très, très, très subventionné, il est très financé. Fait que, il faut avoir une vision et là-dessus, bien évidemment, l'ensemble des transports collectifs, ultimement, devrait être électrifié. Je parlais de Bolloré, de Batium et de la Blue Car. Ben, il faut le savoir que l'évolution, bon, puis on peut avoir une position sur Vincent Bolloré, là, c'est un personnage très coloré et qui suscite la controverse parfois. Mais la batterie qui a été conçue, fabriquée, Hydro-Québec, IREC, bon, un petit peu de TM4 là-dedans. En bout de ligne, ça s'en va dans la voiture, la Blue Car. Mais ultimement, maintenant, l'autobus électrique e-Citaro, donc le Citaro, l'autobus le plus populaire de Mercedes, en version électrique et motorisé par des piles québécoises. Alors, ça va de soi qu'en milieu urbain, pour les raisons que j'expliquais aussi tout à l'heure au niveau des émanations, des poussières, puis de tout ce qu'on a vécu en Europe, en tout cas avec le pétrole, la particule, ils ont dû en respirer sur un moyen temps, ben, c'est très clair qu'on devrait favoriser ça. Ça fait plein de sens sur tous les angles. Pierre Nantel, merci beaucoup. Merci beaucoup pour cet entretien et je vous souhaite une bonne fin de campagne. Merci beaucoup. Merci à Mobilité électrique. Merci Daniel Breton. Vous êtes un avocat de l'électrification des transports depuis toujours. Merci.